Le boulevard des passions est de retour pour un nouvel épisode du podcast Romance et préjugés, et cette fois on va consacrer notre épisode aux couvertures. Alors en parlant des couvertures, on espère que vous en avez trouvé des jolies sous votre sapin, ou peut-être des moins jolies. Mais ça on en parlera après, on va d'abord commencer par faire un tour de table pour voir qui est avec nous aujourd'hui, et on va commencer par Eléa. Bonjour. Suivi de Agalactier. Hello. Et de Swollen. Salut tout le monde. Et de moi-même, Zaza. Alors, on va commencer ce podcast avec un sondage, puisqu'on vous a posé quelques petites questions sur vos préférences en matière de couverture, et vous allez voir, les résultats sont pas mal parlants. Pour la première question, on vous a demandé quel genre de couverture vous préféreriez, et vous avez été une majorité, à peu près 56%, à répondre que vous préférez les couvertures avec des personnages dessus. Suivent des dessins à 24%, des paysages à 17%, et on vous avait demandé si vous aimiez aussi les graphismes, et seulement une personne a répondu qu'elle préférait les graphismes. Du coup, je sais pas ce que vous en pensez, les filles, vous préférez voir quoi, vous, sur vos couvertures? Des personnages, des dessins, des paysages, des graphismes? Moi je trouve que ça dépend vraiment des couvertures, enfin des romans, pardon. Par exemple, pour les romances de Noël, j'aime bien tout ce qui est graphisme, tous ces dessins qui font penser à Noël. Et après, les paysages en romance, c'est quand même pas très fréquent. Après, t'en retrouves peut-être plus tout ce qui est fantaisie, imaginaire, tout ça. C'est peut-être mieux des paysages, ou alors des illustrations vraiment. Ça dépend du thème, en fait, que vous préférez. Ouais. En romance, alors, avec des personnages plutôt, vous aussi? Moi, j'ai pas de préférence sur les couvertures, en fait. Pour moi, le principal, c'est qu'il y ait vraiment l'ambiance du roman qui ressorte, en fait. Peu importe si c'est une photo ou autre, mais qu'il y ait vraiment un lien avec l'histoire. Et toi, du coup? Moi, c'est un peu comme vous. J'aime juste pas quand c'est trop photoshopé au niveau des personnages, que ça fait vraiment fake. Ça me rebute plus qu'autre chose. Et justement, quand il y a des personnages sur la couverture, vous préférez retrouver le personnage masculin ou le personnage féminin? Alors moi, je te dirais que, comme je lis quand même de plus en plus de MM, la question, elle se pose pas finalement. Moi, peu importe, honnêtement. Les gens, ils sont partagés. C'était vraiment 50% personnage masculin, 50% personnage féminin dans les réponses. Donc, comme quoi, il y a vraiment une égalité. Après, dans la question, as-tu déjà craqué pour un livre juste pour sa couverture? Alors là, c'est unanime. On a 86% qui disent oui, j'avoue, alors que seulement 14% disent non, je regarde toujours de quoi ça parle avant de l'acheter. Donc il y en a vraiment une grosse majorité des gens qui n'ont déjà acheté un livre que pour la couverture, sans même lire le résumé. C'est quand même fou. Ça vous est déjà arrivé? Oui. Et des fois, c'est des livres que j'ai encore pas lus et que je lirai peut-être jamais et qui sont dans ma bibliothèque, mais que voilà. Et tu sais pas de quoi ça parle? Non. Ah ouais. Ouais, ça m'est pas arrivé très souvent. Je pensais surtout des couvertures d'AEP d'il y a quelques années que je trouvais trop belles et peut-être qu'entre-temps, j'ai lu les résumés, mais j'ai oublié. Alors moi, pas du tout. La couverture, c'est absolument pas un déclencheur. C'est vraiment le dernier critère. Pour moi, les critères, c'est vraiment, première chose, je lis le résumé, ensuite, je vais lire les avis sur Internet, et ensuite, je veux bien acheter. Et à l'inverse, à la question « As-tu déjà repoussé l'achat d'un livre dont tu n'aimais pas la couverture ?» 45% disent que oui, elles avouent ne pas avoir acheté le livre, contre 55% qui disent que non, le contenu est quand même plus important. Vous êtes d'accord avec ça? Moi, si c'est un livre que j'ai vraiment envie de lire, si je l'achète en papier, par exemple, que c'est un poche, je mettrai une couverture, une pochette de livre, je sais plus comment on appelle ça, une couverture en tissu, là. Ouais. Mais si c'est vraiment un livre que j'ai envie de lire, c'est pas ça qui m'empêchera. Ouais, moi je suis surprise en fait des retours là du sondage. Bon, on se doute, hein. Enfin, c'est vrai que c'est les retours qu'on a. On sait que les couves, c'est ce qui fait vendre dans les rayons. Ouais. Mais je pensais pas quand même que c'était à ce point-là, quoi. Ouais, c'est fou, hein. À la question « Es-tu prêt à acheter un livre plus cher si l'objet en lui-même est plus travaillé ?» Par exemple, édition collector, reliure, dorure, etc. Il y a 38% qui disent « Jamais fait, mais pourquoi pas ?» Il y en a 41 qui disent « Oui, j'aime les éditions collector et d'ailleurs j'en possède. » 10% qui disent « Non, je ne lis qu'en numérique, donc forcément, il n'y a pas trop de travail sur l'objet livre, quoi. » Et 10% qui disent « Non, je préfère acheter mes livres le moins cher possible. » Donc, si on fait un petit résumé, il y a quand même une forte majorité qui sont prêts à payer plus cher pour avoir un livre plus beau, en fait.
C'est ce qu'on constate. Est-ce que vous aussi, vous avez déjà craqué pour une version collector qui était plus chère? Moi, non. Parce qu'en fait, c'est plus dans les genres comme la fantasy qu'il y a beaucoup d'efforts sur les couvertures. En romance, c'est quand même plus rare. T'as les Bridgerton, par exemple, là, qui sont sortis. Qui ont eu un travail dessus. Si j'avais su, j'aurais peut-être attendu pour avoir les hardbacks, mais après, parce que j'ai tout acheté cette année. J'avais pas acheté précédemment la série, donc. Ouais, moi je les trouve jolis aussi les hardbacks. Ouais, puis les couleurs, c'est assez flashy là. C'est sympa dans une bibliothèque. Ouais, je les trouve beaux. Enfin, j'aime bien le côté relié, quoi, cartonné. Ouais, bah, c'est vrai que comme dit Zaza, je trouve pas qu'on ait, il y a pas énormément de en romance de titres qui sortent avec en réédition avec des belles couves. On n'est pas super gâtés à ce niveau-là, je trouve. Hein. Bah, pas en France en tout cas, ça c'est. Et s'il y avait, vous en achèteriez? Par exemple, un livre que vous adorez, que vous avez déjà. Moi oui. Tu le rachèterais en édition collector? Ouais. Bah si j'ai vraiment adoré, moi je suis fan de tout ça, donc si c'est vraiment quelque chose que j'ai adoré, l'avoir dans une version, on va dire, plus améliorée, illustrée, avec des dorures, etc. Oui. Moi, je suis cliente de tout ça, donc ouais. Et ouais. Ouais, moi c'est pareil. Là, je lis exclusivement en numérique et vraiment mes livres coup de cœur, là, je vais les acheter en format papier. Et effectivement, si l'objet livre est vraiment travaillé, là, j'hésiterai pas du tout à aller l'acheter, quoi. Et justement, une des questions, c'est pour celles qui lisent seulement en numérique, quelle importance a pour elles la couverture? Et alors, dans les réponses, on a à peu près équivalent celles qui disent que ça a moins d'importance que pour le papier, et d'autres qui disent qu'au contraire, ça a autant d'importance que pour le papier. Par contre, la plupart sont unanimes et disent qu'elles préfèrent quand la couverture est la même que pour la version papier. Bah, c'est vrai que moi, au départ, du coup, ça avait plus trop d'intérêt les couvertures. Enfin, c'est vrai que t'en profites moins quand t'es sur liseuse. En revanche, sur ma Kindle, il y a eu une mise à jour à un moment donné et qui fait que maintenant, quand j'éteins la Kindle, j'ai la couverture du livre qui apparaît. Alors qu'avant, c'était des illustrations de stylos, des trucs comme ça qui n'avaient aucun intérêt. Et là, maintenant, par contre, j'ai la couverture, donc je suis vraiment en kiff avec la couverture sur la Kindle. C'est cool, ça. Le seul truc que je trouve dommage, c'est que la plupart du temps, du coup, c'est en noir et blanc. Ouais, carrément. Je trouve que ça, c'est dommage pour le coup. Et enfin, on vous a posé une dernière question. On vous a demandé à quoi ressemblerait la couverture de vos rêves. Et alors, on a eu plusieurs réponses qui sont revenues de manière unanime. C'est que pour vous, une couverture doit être la plus fidèle possible au récit. Donc avec, par exemple, soit une scène du roman représentée en couverture, ou alors une couverture qui reprend des éléments de l'histoire, ou avec le couple qui est représenté. C'est un petit peu ce que vous disiez tout à l'heure, les filles. Ouais, c'est clair, c'est vraiment appréciable d'avoir, de retrouver au fil de la lecture, on revoit la couve et on se dit ah ouais, c'est pour ça qu'il y a ça sur la couve. Et aussi, ce qui ressort, c'est que vous n'aimez pas les couvertures vulgaires. Vous êtes lassé des torse nus et vous commencez à être rebuté de tout ce genre de couverture-là qui se ressemblent beaucoup. Ouais, ça ressort ça. Ouais, plusieurs fois, ouais. Là, c'était en question ouverte, c'était pas. Oui, c'était en question ouverte. Et pour finir, un petit groupe préfère quand on y retrouve juste l'ambiance, sans forcément les personnages, un jeu sur l'harmonie de couleurs, sur la texture de la couverture, sur le graphisme, voilà. Quand il y a une valeur un peu améliorée à la couve, sans que ce soit forcément figuratif. Et vous, les filles, je vais vous poser une question un peu complexe. C'est quoi votre couverture préférée parmi tous les livres que vous possédez? C'est trop difficile comme question. Ouais, moi ma préférée c'est Halo de Ella Frank et Bob Lane. Purée, j'allais dire ça aussi. Ouais, et ben moi tu vois ça aurait été celle-là. Et d'ailleurs je suis tellement contente qu'ils aient gardé cette couverture-là pour la VF en fait, que les couvertures VO et VF soient identiques. Et puis, je dirais dans l'ensemble, les couvertures de la réédition en VO de toute la série Temptation, encore de Ella Frank, désolée, mais sont vraiment très très belles parce que les premières qui étaient sorties au tout début, les premières versions où il y avait que les 3 tomes qui étaient sortis, étaient pas géniales, quoi. Étaient assez génériques, mais là, elles sont magnifiques. Mais je valide Halo tout de suite. Puis après, t'as aussi le côté, on va dire, attachement à l'histoire en elle-même. Donc, les couvertures, là... C'est dur de choisir. Ouais. Et toi, Eléa? Moi, j'en ai pas vraiment en romance qui sortent. Je dirais que mes préférées, ça reste quand même celles qui sont
qu'on trouve plutôt en fantasy, parce que j'aime bien le côté illustration graphique, jeu de... Enfin, pour moi, c'est plus l'ambiance qui en ressort, plutôt que des photos, en fait. C'est ce que je préfère, moi, dans les couves. Je suis plus attirée par une belle couverture où on met à l'honneur le graphisme plutôt que un truc représentatif. Donc, en romance, j'en ai pas. En fantasy, j'en aurais, mais pas en romance, ouais. Et à contrario, est-ce que vous avez des livres dont vous cachez la couverture tellement vous la trouvez moche ou que vous en avez honte? Allez, balancez les vieilleries, là. Alors moi, c'est pas que j'en ai honte, mais il y a les couvertures, justement. Je reparle de la même série que Zaza, c'est la série Temptation. Les couvertures VF, je ne les aime pas. Parce que donc alors ce qui est bien, c'est qu'à chaque fois c'est les deux mêmes mecs qui sont dans toute la série, mais en fait je sais pas, dans la gestuelle je les trouve vachement coinsouilles, quoi. Enfin, ça fait carrément fake. Et le tome 2, si je me trompe pas, Coup d'enfer, je la trouve, je sais pas, j'aime pas du tout comment ils se tiennent là. Ça va être c'est pas naturel. Ils vont faire un combat de lutte, ils vont faire de la lutte ou quoi là? Non mais rien que le titre, Coup d'enfer. Ouais, c'est vrai. Ouais, ça, bon. Les titres, c'est encore un autre débat. Ouais. Et toi, Zaza? Non, j'ai pas vraiment d'idée précise. Je dirais qu'il y a tous les vieux AEP que j'avais achetés au début, que j'étais sur le forum. Ouais. Que je ne lirai probablement jamais et qui sont tout au fond de ma bibliothèque qui est dans ma chambre. Et sinon, non, là j'ai franchi récemment une grande étape. J'ai quand même déménagé pas mal de grands formats en romance VO dans mon salon. Donc les Ella Frank sont exposés à la vue de tous. C'est vrai. Mais bon, comme les titres sont en anglais... Non, à la rigueur, le titre sur lequel j'aimerais vraiment pas qu'on tombe, si quelqu'un le prenait dans ma bibliothèque, c'est le tome 4 de la série Confession de Ella Frank. Ah oui. Parce qu'il y a 3 mecs sur les couvertures et c'est le titre The Priest, The Princess and the Prick. Le prêtre, la princesse et le connard. Donc... Ouais, moyen quoi. moyen, mais c'est surtout la couverture quoi. Après moi, c'est pas tellement un livre dont j'ai honte, c'est plutôt voilà, ça a été un coup de cœur quand je l'ai lu et la couverture tellement elle me rebutait. Enfin, j'ai mis des mois, des années même avant de l'acheter et c'était Brut de Kim Fielding et cette couverture là, enfin c'est une illustration où elle est enfin déjà les personnages ils sont mal représentés, enfin c'est vraiment un peu disproportionné. Ouais, moi c'est pareil que vous, les vieux AEP ou les contemporains d'aujourd'hui où t'as le mec torse-poil ou les couples dans une position où tu comprends que tu comprends tout de suite quel livre tu vas lire quoi, et ça manque de subtilité pour moi, j'avoue. Déjà j'aime pas ça et je serais pas très à l'aise si quelqu'un tombe sur un livre comme ça chez moi posé sur ma table. C'est pas forcément ce que je préfère, non. Du coup, message très important aux éditeurs, parce que je pense qu'on peut en conclure de ce sondage, de tout ça. Ce qui ressort, c'est quand même que la couverture, c'est vachement important pour nous. Ça, c'est sûr, ouais. Et un peu plus loin dans le podcast, on aura le retour d'expérience d'une auteure et on verra si ça match avec ce qu'on a eu sur le sondage. Alors, maintenant qu'on a parlé des couvertures qu'on a l'habitude de trouver dans nos magasins ou dans nos bibliothèques, on va aller regarder un petit peu ce qui se passe du côté des couvertures des américaines et voir si elles sont dans la même tendance que nous ou si y a des différences entre les couvertures VO et les couvertures VF. Et d'abord, on va commencer par parler des couvertures historiques, puisqu'on parlait des couvertures AEP qui nous font un peu honte aujourd'hui. Et ben, figurez-vous qu'en VO, on est un peu resté bloqué dans les années 90. On n'a plus Fabio, mais on continue à avoir des couvertures avec des couples. L'homme est souvent torse nu, ou alors avec une chemise blanche largement déboutonnée, voire arrachée. Et des filles qui ont des très jolies robes, mais très très grandes, et elles ont les cheveux dans le vent, on dirait c'est Beyoncé... la Beyoncé de la Régence. Et ils avaient pas de ventilateur à l'époque, comment ils faisaient? Ah ben ça je ne sais pas, hein, mais on retrouve quand même des couvertures qui sont kitschounettes quoi. Ouais, que nous on juge kitschounettes et vieillottes, notamment toutes celles qui sont publiées chez Avon. Et Avon, il faut savoir que chez nous on a beaucoup de romances de chez eux qui sortent.
chez J'ai lu. Et je regarde là notamment toutes les couvertures des Kerrigan Byrne qui sont vraiment ultra kitsch en VO et qui sont chez nous quand même relativement sobres. Là, il y a quand même un écart assez fou puisque chez nous, souvent on voit une femme qui a une jolie robe, qui la plupart du temps on voit juste son buste ou bien son dos, on voit rarement sa tête. Le titre est écrit avec un bandeau plutôt discret. Alors là, j'ai sous les yeux la couverture en VO du dernier Kerrigan Byrne qui est sorti chez nous, Mensonge sur l'oreiller. Donc la couverture française, on voit une femme qui m'avait fait penser à Rose dans Titanic, pour ceux qui ont vu ce vieux film, mais qui était assez sobre. Et je vais essayer de vous décrire brièvement la couverture en VO. On voit un couple avec, je crois qu'ils sont assis dans un fauteuil avec un fond jaune, genre incendie. La femme chevauche le mec. Et il y a Beyoncé, l'effet Beyoncé dans les cheveux. Et c'est vraiment... on aurait pu voir ça dans les années 90 avec les vieux Aventures et Passion. Ouais, c'est vraiment à l'ancienne, quoi. Ouais, c'est vraiment à l'ancienne. Et j'avais lu des commentaires sur... je sais plus, c'était sur Twitter ou sur un groupe Facebook... des Américaines qui enviaient beaucoup nos couvertures françaises très sobres en romance historique. C'est vrai ? Ouais, ça m'avait beaucoup amusé. D'habitude, c'est plutôt l'inverse, c'est plutôt nous qui envions les Américains, mais là, honnêtement, pour ce qui concerne la romance historique, il y a vraiment un décalage fou entre eux et nous. Nous, on est vraiment sur la carte de la sobriété. Ouais, et puis de l'élégance, hein. Et de l'élégance. Et là, si on se penche sur les couvertures des romances contemporaines, on retrouve quand même beaucoup de couvertures dessinées. Parce qu'il y a une tendance qui commence à apparaître un petit peu en France, mais ça reste quand même moins fréquent que les Américains. Et les filles, je vous en avais parlé il y a quelques temps, sur le site américain Goodreads, tous les ans, ils font l'élection de la meilleure romance, le meilleur roman d'horreur, enfin bref, le meilleur roman de l'année. Et quand on regarde dans la catégorie romance, sur une vingtaine de titres, il n'y avait pas une seule couverture qui ne soit pas illustrée. Donc pour moi, c'était vraiment révélateur de tout ça. Et souvent, c'est des couves avec des couleurs pastel. On retrouve les personnages sur la couverture, mais ça reste quand même sobre, frais. Ça reste jeune. Ça fait un peu feel good, doudou, moi, je trouve. C'est ça, exactement. Ça, ouais. Et ça donne l'impression qu'on va lire quelque chose de complètement différent que si on lit une couverture classique, un roman, avec une couve classique, comme un mec torse nu, ou bien un couple un peu dénudé. Ouais, ils sont plus dans l'aspect mignon que dans l'aspect osé, sexy, quoi. C'est ça, mais après, je pense que ça dépend aussi des auteurs et du genre style, de romance. Quoi. D'ailleurs, tu en as, ils font les deux. Ils font deux couvertures, soit illustrées, ou soit avec, par exemple, un torse nu ou une photo. Ah ouais. Bon, alors moi, je choisirais de l'illustrer, à mon avis. Hein. Ouais, moi aussi. Enfin, ça dépend comment elle est, mais... Moi, j'ai pris les deux. Il faut être fan, ouais. Oui, alors d'ailleurs, les filles, je vous en avais parlé il y a quelques semaines... je crois que c'était il y a un mois à peu près, Sarina Bowen et Elle Kennedy ont annoncé la réédition de leur série Him et Us, une série de MM, qui est sortie en France. J'ai lu, le titre de la série, c'est Fierté, et j'ai tellement honte des titres en français que je ne vous les dirai pas. Et justement, Sarina Bowen et Elle Kennedy ressortent avec cette série avec des nouvelles couvertures, une version illustrée. Donc la première version que moi j'ai dans ma bibliothèque... elle est assez sobre, on voit juste un bout de torse de mec avec une crosse de hockey, je crois. Je sais plus exactement. Et là, elles ont sorti des nouvelles couvertures illustrées avec un personnage sur chacune des couvertures. Et elles sont vraiment belles et je serais presque sur le point de craquer. D'ailleurs, du coup, t'as l'impression que la couverture là, elle est, comment dire, pas que ça n'a rien à voir avec l'histoire, mais ça donne vraiment l'impression d'un petit truc doudou, limite young adulte. Tu sais pas, tu vois, ça annonce pas la couleur. C'est vrai que les illustrées, elles sont plutôt utilisées pour du feel good ou du young adulte en fait. Donc c'est vrai qu'on peut s'attendre à un truc pas trop chaud. Ouais, c'est ça. Finalement, avec tout ça, on se rend compte qu'il y a des grosses différences entre les goûts des Américains, du lectorat américain et nous. Donc
Donc c'est vrai que tant au niveau de l'auto-édition que dans le milieu de l'édition, on observe depuis quelque temps une amélioration, vraiment un travail plus poussé qui est effectué sur les couvertures et donc du coup sur l'objet livre en lui-même. Alors c'est vrai que du côté des anglo-saxons, c'est quelque chose qui est déjà bien présent depuis un moment. On peut donner l'exemple justement des box littéraires qui se multiplient vraiment. Donc la box littéraire, je pense que tout le monde connaît un petit peu le système. Hein. Vous avez c'est centré en général sur un thème, un livre ou même un auteur. Et souvent vous avez un livre qui est accompagné de goodies hein, en tout genre et souvent lié justement au livre ou alors au thème en question. Et donc ces box, elles offrent, bon pas toutes, hein, mais souvent elles offrent la possibilité d'avoir une édition spéciale du livre. Voilà, c'est vraiment un travail qui est réalisé sur la couverture. Donc soit on utilise la couverture d'origine et on va la retravailler avec une jaquette transparente, des dorures, des reflets, etc. Ou alors carrément une couverture vraiment collector qui est différente de l'original. Et c'est vrai que en Angleterre, aux États-Unis, on retrouve, vous connaissez certainement les Allcrat, Fakrat, Fairyloot, Illumicrat. Elles sont vachement demandées en plus parce que c'est des éditions limitées, il y en a pas beaucoup. C'est ça, c'est limité. Elles sont souvent, la plupart, quasiment toutes dédicacées de l'auteur. Ouais. Alors c'est centré, c'est vrai, sur tout ce qui est paranormal, fantasy, young adult, new adult. La dernière fois, je pensais à toi et Léa, par exemple, Fairyloot, ils ont sorti une box de luxe de la saga Shatter Me pour l'anniversaire, tu vois, de la sortie. Je crois que c'était les 10 ans ou quelque chose comme ça. Je l'ai pas vu. Et voilà, enfin c'est vraiment ils ont sorti tous les volumes dans une édition édition reliée avec des dorures etc. dédicacées. Nous aussi on en veut. Bah oui, c'est comme ça en VF. Bon moi j'en ai eu une pour Noël hein, avec Juno Publishing, avec mes auteurs chouchoutes Lucie Lennox et Sloane Kennedy. C'était ma première box, j'étais contente. Ouais, c'est sympa d'avoir des goodies en rapport avec la couverture. Ça permet de prolonger un petit peu l'aventure, on va dire l'histoire. Enfin, c'est super, t'as des illustrations, des marque-pages, des bougies en rapport avec l'univers. Enfin, c'est sympa. Des pochettes à livres aussi. Et ça s'arrache, hein, parce que la plupart du temps, elles sont toutes sold out. Quand il y en a plus, il faut s'inscrire sur une liste d'attente. C'est ça. Ça marche super bien. Puis souvent, t'as des mois, genre, tu te dis, je veux celle de janvier. Ouais, non, tu t'inscris maintenant, t'auras peut-être avec un peu de chance celle du mois de mars ou avril, mais voilà, c'est Fairyloot. Voilà, ils avaient sorti aussi l'édition spéciale du dernier Alexandra Draken, justement, qui était sorti chez De Saxus il y a pas longtemps. Et c'est vrai qu'aussi les éditions de Saxus en France, elles réalisent quand même un super travail au niveau du livre. Et souvent, elles sortent une édition brochée, une édition reliée collector. Vous avez le choix souvent entre les deux. Et je pense que ça, c'est pas mal parce que ça attire quand même des collectionneurs de livres en plus, quoi. Tu craques vraiment pour l'objet livre. Il y avait eu Bookmark aussi qui avait sorti la box Kate Daniels qui avait vachement bien marché. Ils avaient sorti, du coup, je crois que c'était le tome 1 ou alors c'était l'intégrale, le tome 1, tome 2, je ne sais plus, mais une version collector. Et là, pareil, t'avais les illustrations de l'illustratrice d'origine, hein, qui avait réalisé ceux de la saga. Et de plus en plus, quand même, en recherchant, du coup, il y a quand même de plus en plus de maisons d'édition qui ressortent, mais qui ressortent du coup, hein. Ce sont des rééditions de livres qui ont super bien marché ou qui sont réattendus par le public. Ou alors tu as aussi toutes les maisons d'édition qui ressortent des versions améliorées pour Noël. Ouais, c'est ça. Ça se fait de plus en plus maintenant aussi. En littérature un peu plus générale, avec des Musso, des Lévy, des trucs comme ça, mais où tu as un petit effort quand même de travail éditorial sur les livres. Regarde les Bridgerton, c'est ça, les airbags qui sont sortis pour Noël. Hein. Ouais. C'est un peu l'occasion quand il y a une sortie de film ou de série, c'est l'occasion de refaire des rééditions avec un travail un peu plus poussé sur la couverture. Après, on peut sortir plein d'exemples. Hein. T'as Dune avec le film qui était sorti dernièrement. Ils ont sorti des super versions reliées des romans. Après, c'est vrai que les anglo-saxons, ils ont l'habitude de ressortir aussi des classiques en super édition reliée avec des dorures, etc. Les Jane Austen. Et c'est quelque chose qu'on voit maintenant un peu plus. Vous avez Hauteville qui réédite du coup des classiques de la littérature. Ouais, mais je pense que ce travail sur les couvertures et sur le livre-objet, comme on dit,
ça se prête vraiment très bien à des genres comme la fantasy ou bien les romans Oui. classiques historiques, mais malheureusement dans la romance, à la limite, on peut avoir des jolies couves à Noël, mais sinon le reste du temps, la plupart du temps, on peut quand même se brosser. C'est vrai que c'est plus rare parce que c'est par rapport à un univers propre en fantasy ou en classique, alors qu'en romance, t'as l'univers de la vie de tous les jours en fait. Donc il y a peut-être moins de travail à faire là-dessus, moins d'idées créatives ou novatrices quoi. Après, on voit de plus en plus quand même de fan art autour des personnages, d'illustrations, même qui sont commandées par les auteurs auprès d'illustrateurs, et ça, je trouve ça vraiment appréciable. Après, oui, fantasy ou pas, hein, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'auteurs en auto-édition qui justement, qui ont les reins un peu plus solides, mais qui se frottent, on va dire, à la réalisation de box comme ça, avec des éditions spéciales. Et tu parlais de F. Vestier, c'est ce qu'elle a fait aussi pour cette fin d'année. Voilà, elle a fait appel à un illustrateur et. Oui, puis même avec la série Elite, on retrouve des illustrations des personnages dans le livre. Je trouve que ça donne ça envie apporte d'acheter vraiment, voilà, une plus-value à l'ouvrage. Et puis en plus, comme on a vu avec le résultat du sondage, les gens seraient prêts à acheter peut-être plus cher pour un livre un peu plus qualitatif, quoi, ou en tout cas avec des choses en plus. Donc on a vraiment l'idée d'un marché, je pense, qui tend à rendre le roman comme vraiment un objet de collection à part entière, hein, pour mettre en avant vraiment le livre papier face au marché du numérique qui est de plus en plus attractif, hein, forcément. Et peut-être que ça permettrait de toucher ce type de lecteur qui craquerait peut-être plus pour une édition améliorée à mettre dans sa bibliothèque. Tu touches l'aspect collectionneur là du lecteur, voilà. Ouais. C'est clair, ouais. C'est vrai. Ouais, plutôt que de faire des e-books à 10, 12 euros, faites des beaux livres papier. C'est clair. C'est pas le bon combat, les gars. C'est clair. Et donc, pour conclure sur le sujet des couvertures, donc on a donné notre avis, on a écouté votre avis aussi via le sondage, et on a interviewé aussi une auteure, Pauline Libersart, qui a quelques années d'expérience derrière elle, qui est une autrice de romance contemporaine. Elle fait de la dark romance, de la romance historique. Elle est publiée dans des maisons d'édition comme BMR et Addictive, mais elle se publie en auto-édition. Et donc nous avons voulu connaître son retour d'expérience sur les couvertures. Est-ce que ça a un impact sur les ventes ? Est-ce qu'il y a des règles à suivre ? Et donc tout d'abord, Pauline nous a permis d'élucider un mystère. Pourquoi parfois retrouve-t-on les mêmes images sur plusieurs romans différents? Alors, j'ai quelques exemples à vous donner. Donc, on a par exemple Sweetheart de Kay Bromberg et The Casting d'Alex Roussel, où donc c'est 2 romans VF, malgré les titres, où on a un jeune homme avec la chemise ouverte qui nous lance un regard de braise. Et donc, on retrouve le même sur les 2 couvertures, même si, bien entendu, il y a eu un travail par un graphiste. Un autre exemple, Ce qui nous unit, de Tia Fielding, et Road's End de Charlie Reinhardt. Alors, le premier est un MM, le second est un MF, donc ça passe peut-être un peu plus inaperçu, puisqu'on ne va pas chercher les mêmes publics, mais nous, lectrices voraces, évidemment, on les remarque quand il y a deux fois la même image. Je pense qu'on pourrait même créer un questionnaire pour savoir si vous êtes accro à la romance. Et ça serait l'un des critères, en fait. Est-ce que vous repérez les images comme ça qui sont utilisées sur plusieurs couvertures ? Pauline nous explique qu'il y a 3 types de fournisseurs pour choisir ces images de couverture. Et donc, je vous propose d'écouter ce qu'elle nous explique. Quand on veut faire une couverture professionnelle, il y a 3 niveaux, je dirais, financiers qu'on peut mettre dans une couverture. Volontairement, je parle pas du tout des banques de données de photos gratuites, parce que ça, c'est totalement amateur. Donc, il y a les banques de données de photos libres de droit, qui sont les banques de données comme Adobe, comme Shutterstock, etc., qui sont utilisées par toutes les maisons d'édition, par les auto-édités aussi, où là, on achète 1, 2, 3 photos pour faire un montage via des abonnements, et la photo nous appartient, on peut en faire ce qu'on veut tant qu'on reste dans la formule qu'on a choisie, donc soit standard, soit commercial.
C'est de ces bases de données-là que viennent la plupart des couvertures. C'est pour ça que on a parfois l'impression de retrouver les mêmes modèles, les mêmes mannequins d'une couverture à l'autre, parce que on guette tous les nouveautés, les nouveaux shootings, et on a tous tendance à se jeter sur les nouveautés. Et le problème, c'est qu'on ne sait pas qui a acheté cette photo, puisqu'il n'y a pas d'exclusivité. C'est-à-dire qu'on peut être 3 maisons d'édition ou 3 auto-édités à l'avoir acheté la même semaine et à sortir un bouquin la même semaine avec cette photo. Ça coûte quelques dizaines d'euros la photo en formule standard. Le niveau 2, c'est d'acheter sur des bases de données où là, on achète un droit sur des photos bien plus haut de gamme. Ces photos, on achète ce droit pour une durée limitée et on nous vend avec l'exclusivité. C'est-à-dire on les achète pour 2 ans, pour 4 ans, pour 5 ans. Là, par contre, vous comptez plusieurs centaines d'euros par photo pour avoir la photo 3 ans, 5 ans, et au bout des 5 ans, si vous payez pas un nouveau contrat, vous devez cesser de l'utiliser, vous changez votre couverture. Mais ce sont des photos beaucoup plus sophistiquées, c'est notamment les bases de photos pour tout ce qui est historique, avec des très beaux costumes, avec des costumes d'époque, etc., des trucs qui font très beau. La troisième façon de faire une couverture, qui est la plus coûteuse, mais aussi la plus prestigieuse, consiste à prendre un photographe, des modèles, 1 ou 2 modèles, et de faire un shooting sur mesure par rapport à ce qu'on veut faire, et faire bosser le graphiste sur les photos qui en résultent. Là, par contre, on passe la dizaine de milliers d'euros de frais si on veut faire un truc très haut de gamme. En fonction du livre, en fonction de sa capacité financière, en fonction des espérances de vente, on prend la formule standard, la formule moyenne ou la formule ultra supérieure luxe. Voilà. Les filles, qu'en dites-vous? Est-ce que vous avez entendu parler de couves faites sur mesure comme ça? Ouais. Vous allez dire que je parle toujours de Ella Frank, mais n'empêche que c'est son exemple qui me vient à l'esprit. Quand elle a réédité les 6 tomes en VO de la série Temptation, elle a acheté les droits exclusifs de certaines photographies, donc les photos du mec qui représente Tate et du mec qui représente Logan. Et c'est assez drôle parce que les photos de Tate, c'est des photos de Fred Godon, qui est le photographe du calendrier des dieux du stade. Et c'est des photos qui étaient dans le calendrier des dieux du stade. C'est des Français. Le gars qui incarne Tate est un Français, c'est un nageur, c'est Clément Beck. Allez le voir. Ouais, mais non, mais moi je préfère le Tate qu'on a toutes vu au début, Marlon Texeira, qui est un mannequin brésilien qui est trop canon. Mais bon, il est bien aussi, Clément Beck. Et l'autre, c'est un mannequin anglais. Alors moi, je pense aussi à une couverture qui nous a bien plu sur le forum. C'est de la VO, c'est un MM, Ake, de Marley Valentine. Et je sais plus qui est-ce qui avait eu les infos comme quoi donc c'est un couple qui s'enlace sur la photo. Ouais. C'est un vrai couple à la ville aussi. C'est ça. Ouais. Donc c'est vrai que ça donne encore plus de valeur à cette image qui est vraiment bien travaillée par le graphiste et avec des jolies polices aussi de caractère bien choisies aussi. J'aime beaucoup cette couve. C'est vrai qu'elle est belle. On peut penser aussi aux couvertures de Casey Wells qui fait du BDSM MM et qui a des couples aussi en couverture, sauf que c'est des couples de mecs qui sont acteurs porno ou je ne sais quoi, donc c'est un peu moins glamour. C'est vrai, ça, mais c'est vrai. C'est acteur porno, c'est vrai. Bah vas-y, donne des exemples, mais on veut des noms, au moins des noms libres, peut-être pas d'acteurs. Je sais plus moi. Tu sais, oui, je le connais lui. Si, j'en ai vu une fois. Alors pas que j'ai. Lui, il joue dans Le Facteur 3 fois. Le facteur passe par la porte arrière, plutôt. Mais je sais plus, il y en a un que j'ai lu et j'avais trouvé la couverture vraiment belle et j'étais tombée sur des explications sur, je sais plus, il fallait que je regarde sur Goodreads, mais du fait que c'était un couple... Avec la dentelle, là non. Bah non, là, on pourrait pas le reconnaître, malheureusement. Non. Attends, je regarde. C'est un truc avec un daddy, je crois. C'était Kel Skipper. Alors, je vous propose que nous, lectrices, nous mettions dans les chaussures des auteurs qui parfois ne sont pas heureux non plus du choix de la couverture par l'éditeur. Et oui, ça peut surprendre, mais ils n'ont pas toujours un droit de regard. Alors, on va écouter Pauline. Moi, j'ai testé les deux univers, c'est-à-dire travailler en maison d'édition ou travailler en auto-édité. La maison d'édition est censée t'apporter le confort d'un clé en main, c'est-à-dire ton manuscrit est corrigé, et on te fournit une couverture. Moi, je conseille vivement à tous les auteurs en maison d'édition de mettre une clause dans leur contrat comme quoi ils ont le droit de veto sur les couvertures. Moi, je l'ai toujours mis.
suis juriste de formation, donc j'avais prévu le coup, donc je l'ai, cette clause. Et elle m'a bien servi parfois pour bloquer des couvertures qui étaient pas du tout ça. C'est pour ça, hein, les lectrices le disent, parfois on a des romans où les personnages sont blonds ou roux, et il y a une fois, on m'a fourni une super couverture où la nana était métisse. Zoé seulement, mon héroïne, elle est rousse, et c'est bien dans l'histoire. Ça a une importance dans l'histoire. Donc la couverture était totalement en total décalage avec ce qu'il y avait dedans. Pourtant, elle était magnifique. Donc c'est pour ça que moi, je conseille aux auteurs en maison d'édition d'avoir un droit de veto sur les couvertures pour les faire refaire jusqu'à ce que ça matche avec le contenu de leur bouquin. Est-ce que vous le saviez, ça, les filles, que l'auteur n'a pas forcément le choix sur la couverture? Mais oui, ça me semble évident. Ouais. C'est vrai? Vous êtes cruel? Ben non, on est réaliste. Ouais, ça paraît d'autant plus logique pour les auteurs en VO, tu crois, qu'ils vont envoyer un mail à l'auteur en VO en disant Hello, are you happy with the cover? Oui, les trades, oui. Non, là, je parle plus, je parle des versions originales, quoi. Ça dépend aussi de la taille de la maison d'édition. Je pense que plus la maison d'édition est grande et moins ils demandent l'avis des auteurs, quoi, en fait. Ouais, je pense. À moins que ce soit un auteur star qui met ses propres éditions. Sinon, je pense que c'est corrélé à ça. Comme mentionné précédemment dans le sondage, la couverture, on veut qu'elle représente, on veut y retrouver l'ambiance du roman. Et Pauline Libersart nous explique aussi que la couverture, elle annonce la couleur. Il faut bien connaître son marché, son milieu. C'est-à-dire que si on fait une couverture pour un livre qui parle d'une romance dark, la couverture n'aura rien à voir avec celle d'une romance vampire, et encore moins avec celle d'une romance contemporaine, slow burn, bubblegum, sur fond rose. C'est-à-dire, la couverture doit dire au lecteur, aux lectrices, l'émotion qu'ils vont trouver à l'intérieur. C'est-à-dire, c'est dur, c'est violent, ou c'est très doux, c'est très mignon. Si t'as envie de fantastique, il y en a dans celui-là. Et donc, elle donne aussi un exemple de choix de couverture pour son roman Juste ma coloc. Moi, je l'ai lu récemment. Donc, c'est une romance contemporaine, feel good, voilà, avec un petit couple sympa, une héroïne assez jeune. Voilà comment elle a choisi sa couverture. L'histoire est relativement douce. Il y a très peu de scènes de sexe. Elles sont très survolées de très très haut. La couverture, tu vois deux jeunes qui font une bataille d'oreillers. C'est rose bubblegum. Ça te dit clairement que t'es pas dans du 51 degrés, quoi. Clairement, sur la couverture, ils se marrent, ils s'entendent bien. Voilà. On est dans quelque chose qui te donnera le sourire. Et là, la couverture, moi, j'en suis très fière parce qu'elle marche bien aussi. C'est qu'elle est bien en phase avec ce qu'il y a dedans. On a voulu savoir si, d'après Pauline Libersart, est-ce que un bon choix de couverture a un impact sur les ventes du roman. Alors, d'après vous, les filles, quelle a été sa réponse? Oh, ça doit être unanimement oui. Hein. Oui, ouais. Eh bien, on va l'écouter. Alors, clairement, oui. Si tu prends La Passion du Comte, donc La Passion du Comte, j'ai cassé ma tirelire, j'ai acheté une très belle photo dans une banque de données où j'ai un droit d'exclusivité sur cette photo sur plusieurs années. Elle m'a coûté un certain prix, cette photo, et c'est exactement la photo dans le thème, c'est-à-dire elle annonce que c'est de la romance régence, de l'historique, et le livre se vend très très bien. Il parle, c'est-à-dire que toutes les lectrices d'historique qui passent dessus savent que c'est ce qu'elles cherchent. Et la photo fait que le livre cartonne dans sa catégorie. À côté de ça, par exemple, j'ai un autre roman qui s'appelle Le Temps du labyrinthe. Clairement, la première couverture, j'ai pris une photo magnifique d'une jeune femme qui ressemble exactement à mon personnage féminin, et ça a été un flop magistral. Donc j'ai refait la couverture une seconde fois. Je suis pas convaincue d'avoir trouvé la bonne combinaison pour expliquer que ce livre se passe dans un purgatoire médiéval avec des démons, etc. Je suis pas sûre que la couverture ait atteint le bon public. Alors Pauline précise quand même ce qu'elle dit, ça vaut pour aujourd'hui. Les goûts sur les couvertures, c'est des choses qui évoluent en permanence et d'ici un an, les goûts ont peut-être encore changé. L'auteur a abordé un sujet que j'ai trouvé particulièrement intéressant au sujet des débats sur les couvertures. Pourquoi nous, et sur les réseaux sociaux, pourquoi est-ce que on se demande, mais pourquoi les éditeurs continuent à nous mettre des couvertures avec des gens torse nu qui se grimpent dessus? Nous, on a honte de se balader avec, on est obligé de les cacher. Pourquoi ils continuent? Il y a bien une raison en fait. Et Pauline a un élément de réponse pour ça.
Il faut faire attention parce que les réseaux sociaux sont un miroir déformant, c'est-à-dire qu'on a les gens comme toi, les grosses lectrices, les blogueuses, etc., qui donnent des commentaires, mais c'est, je dirais peut-être 10% des acheteurs. Les 90 autres pourcents ne parlent pas. On a leur opinion que par le retour sur quand ils veulent bien mettre un commentaire ou sur les ventes. C'est-à-dire qu'un lecteur déçu ne revient pas. Et ça, il ne le dit pas forcément. Et c'est la masse silencieuse, c'est celle-là à laquelle il faut faire attention parce que justement, elle ne parle pas. C'est celle-là qui fait que parfois une couve est une réussite, et on ne sait pas pourquoi, et parfois c'est un échec, et on ne sait pas pourquoi. Mais cette masse-là, elle ne parle pas. Ou très peu, via des commentaires où tu vois apparaître des 1 étoile, 2 étoiles, en disant c'est pas du tout ce que je pensais, ce livre, il est pas du tout ce que je voulais, je comprends pas. L'exemple typique, c'est sur les réseaux, il y a tout un mouvement en ce moment qui dit je déteste les couvertures avec un mec torse nu, j'en ai marre, je peux plus les voir. Oui, seulement les chiffres de vente nous disent que ce qui se vend mieux, ce qui se vend toujours le mieux, c'est le mec torse nu. Donc il y a bien un décalage entre celles qui s'expriment, les lectrices, et celles qui ne s'expriment pas. Et celles qui ne s'expriment pas, à première vue, les chiffres de vente pour l'instant disent qu'elles ne sont pas lassées des torse nus. Et c'est même le truc qui les attire vers le genre. C'est la bannière qui dit c'est ce que vous cherchez. Effectivement, toutes celles qui n'en parlent pas mais qui achètent quand même, elles aiment ça, quoi. Il y a un vrai décalage, quoi. Ouais, effectivement, nous, toute la blogosphère, tous les réseaux sociaux, finalement, on n'est qu'une partie du lectorat. Tout dépend vraiment de tes attentes en tant que lecteur et de ce que tu es habitué à lire ou pas. Il y a quelqu'un qui va lire des romances où il n'y a aucune scène de sexe et ça va lui plaire. Et il y a quelqu'un qui va lire juste une romance, avec une seule scène de sexe et là, pour lui, c'est un truc érotique à mort. C'est vraiment une question de sensibilité. Nous, à force d'en lire, on est peut-être beaucoup moins choqués que certaines et je sais que il y a beaucoup de nanas qui n'aiment pas les romances parce qu'elles n'aiment pas lire des scènes de fesses. Et je trouve qu'avoir un mec torse nu sur la couverture, ça t'annonce qu'il va y en avoir au moins une. Ouais. Mais du coup, pour moi, le débat, il est pas là. C'est plutôt du genre, c'est vraiment qu'une question de goût. Et une nana qui trouve un mec sur une couverture torse nu, elle s'attend à lire au moins une scène de sexe et c'est peut-être ce qu'elle cherche dans ses lectures. Je pense que c'est plutôt vers ça, en fait. C'est ce qui explique peut-être les ventes, quoi. C'est un autre type de contrat passé entre l'auteur, l'éditeur et puis le lecteur, parce que quand tu lis de la romance, contrat, c'est que la romance, ça se termine bien. Tu lis un historique ou un truc médical, tu as la couverture, le titre, la collection. Le contrat, il est là et tu vas pas forcément chercher plus loin. Exactement. C'est d'où l'importance de la ligne éditoriale et de pas avoir une collection fourre-tout où tu as l'impression de t'être fait avoir parce que tu as le livre un sujet que t'attendais pas et du coup t'y retournes pas, quoi. Alors pour terminer, nous avons demandé à Pauline ses projets sur les formats de livres. Est-ce qu'elle projette d'investir plus dans le livre-objet, sur ses romans auto-édités, avec par exemple des couvertures cartonnées ou avec des dorures ou des illustrations? Pour l'instant, moi, je fais des brochets simples. Je veux pas aller plus loin, tout simplement parce qu'on est en pleine période Covid, donc il n'y a pas de salon. On ne sait pas quel salon va tenir encore l'année prochaine, etc. Ce genre de très beaux livres, avec le cartonnage, c'est fait pour être présenté en salon, c'est fait pour être mis en avant en librairie. Pour de la vente internet, c'est pas intéressant. La personne qui achète sur internet, entre un brochet simple, qui est un beau brochet simple, grand format, qui est à 15 ou 16 euros, et un cartonné qui sera à 24, comme elle n'a pas le cartonné entre les mains, elle prendra le brochet. Donc ton cartonné, tu t'es fatigué à le fabriquer pour 0 vente, quoi. C'est intéressant que si tu vas te présenter aux gens et qu'ils ont l'objet livre élégant entre les mains. C'est un achat d'impulsion dans ces cas-là, c'est le beau livre qu'ils vont mettre dans leur bibliothèque, mais qu'ils achèteront pas sur Amazon en période de Covid, où là, ils achètent du poche et du brochet, voire du numérique, parce que ça vaut moins cher qu'ils vont en acheter plus. Pour réagir là-dessus, je suis d'accord et pas d'accord parce que effectivement, c'est vrai que quand on voit le livre en librairie, quand on l'a dans les mains, je suis d'accord que ça aide ça peut être un achat d'impulsion parce qu'il est beau, parce que le côté collectionneur fait que tu as envie de l'avoir pour toi. Après, si je prends par exemple l'exemple des éditions de Saxius, où ils font, comme on disait, du brochet et du cartonné, du relié un peu plus collector, t'as une manière de mettre en avant le libre-objet qui te donne envie, même si c'est que sur les réseaux sociaux ou à travers d'un écran. Parce que quand c'est bien filmé, que tu as le jeu
de lumière sur les dorures, sur, je sais pas moi, les illustrations en plus ou la carte qui est mise en avant par la maison d'édition, même si t'as pas le bouquin entre les mains, t'as quand même cette impulsion du collectionneur qui veut la version collector. Donc, ça passe pas forcément par la visite en physique et la rencontre en physique du livre. Je trouve que c'est vraiment une question, encore une fois, dans ce qu'il s'agit des couvertures, de mise en avant marketing pour attirer l'acheteur, quoi. Moi, je suis d'accord avec toi parce que moi, je lis pas du tout de fantasy et depuis que je suis de Saxus sur les réseaux sociaux, j'ai qu'une envie, c'est d'acheter tous leurs bouquins. Je les lirai même pas forcément, et puis d'acheter les hardbacks parce que acheter le brochet, voilà quoi. Parce que c'est des beaux livres. Si t'aimes les livres, tu aimes les beaux livres, je pense. Enfin... Parce que là, l'auto-édition, c'est différent. Si tu dois en plus bosser sur une édition, on va dire améliorée, cartonnée, reliée et tout en soin, tu vois. Tandis que là, c'est une maison d'édition qui bosse, qui font le travail éditorial derrière, et la promo et etc. Oui, puis alors après, c'est comment tu le diffuses. Parce qu'un auto-édité, il va pas, il y a peu de chances qu'il se retrouve dans les librairies. Tandis que les deux Saxus et tout ça, eux, ils ont déjà leur place. Donc, ils investissent plus dans ces bouquins-là et ils investissent plus dans la communication et ils savent que le livre, on va le retrouver, enfin, il va être accessible au public. Donc, on se retrouve toujours sur cette notion de public. Le public qui est sur Internet, qui va voir sur les réseaux sociaux le livre de l'auteur auto-édité, dans lequel, voilà, qui est un peu plus sympa. Mais finalement, il y a que toutes les personnes qui vont venir faire des recherches sur la blogo qui vont les voir. Et du coup, c'est vrai que pour un auteur auto-édité, ça peut être un investissement à perte dans cette période où il y a moins de contact avec les lecteurs dans la vraie vie, avec les salons, quoi. Après, c'est un parti pris aussi parce que ces maisons d'édition-là, ils envoient un maximum de blogueurs pour que ce soit un maximum visible sur les réseaux sociaux, pour qu'un maximum de gens achètent leurs livres. Moi, je comprends pas qu'une maison d'édition qui, par exemple, édite 50 nuances de Grey n'ait jamais pensé à faire un livre collector. Tu vois, là pour le coup, excuse-moi, il y aurait le public pour acheter un bouquin hyper relié. Ils ont jamais fait ça de coffret Ils l'ont fait pour les Twilight, là, il y a pas longtemps, tu vois, par exemple. Et je pense que ça va pas tarder, moi, à mon avis, pour 50 nuances de Grey. Parce que pour le coup, là, on est pile poil dans le public qui achèterait le beau livre collector. Voilà. Là, pour le coup, vraiment, ça marcherait, je pense. En fait, c'est ça, c'est ce qu'on disait au début aussi. Les maisons d'édition, elles ont pas encore investi dans ça, dans les goodies, dans les box, dans les... ça commence seulement en fait à venir les rééditions sympas. En France, ouais. Depuis cette année, quoi, en fait. Oui, puis dans un genre quand même assez restreint. On reste quand même dans le paranormal ou la fantasy ou un peu la bitlit, mais... Donc, chers éditeurs, si vous nous entendez... Eh bien, dans tous les cas, on remercie Pauline Libersart pour nous avoir consacré un petit peu de temps pour nous parler de son expérience. Je pense que ça a bien enrichi ce qu'on a vu justement avec les retours du sondage. Ouais, merci à elle, c'était vraiment intéressant. Pour terminer ce podcast sur une note un peu plus légère, on va se poser des petites questions. Et comme on aime bien être sadique entre nous, on va ressortir notre petit jeu préféré, notre jeu du « tu préfères ». Alors, est-ce qu'une d'entre vous a une question un petit peu compliquée à poser aux autres ? Ouais, allez. J'en ai une. Allez, vas-y. Alors, tu préfères que ta grand-tante mette le nez dans ta bibliothèque pleine d'hommes nus roulés dans leurs draps avec une mine lascive, ou qu'elle tombe sur le dernier sextoy que tu t'es offert pour Noël? Ah putain. Alors moi j'ai plus de grande-tante. Ah c'est chaud. Là on peut choisir un joker. Non. Et si vous avez pas de grand-tante, votre maman. Allez, encore pire. Je pense que je préférais qu'elle tombe sur les bouquins. Ouais, les bouquins. Ouais. Tu dis que c'est une erreur, t'as commandé, tu sais pas d'où il vient. Allez, moi j'en ai une aussi. D'ailleurs, attends, soit t'as pas répondu. Ah, moi j'assume. T'assumes quoi, le sextoy ou les bouquins? Y a pas de problème. Les bouquins. Les deux. Les deux. Elle est prête, même pas de souci. Non, j'assume la bibli, j'assume les hommes qui se roulent des pelles, j'aime. Bien. Bon, moi j'en ai une aussi qui sera moins sadique.
Est-ce que tu préfères garder dans ta bibliothèque la première édition de ton livre préféré, mais genre la première édition avec une couverture toute moche, pour laquelle t'as une valeur sentimentale, ou t'en débarrasser pour acheter la nouvelle version avec une super belle couverture? Ah, moi, je pense que je préfère garder la version sentimentale parce que j'ai des Harry Potter qui tombent en miettes, en morceaux, et pourtant, c'est ceux que j'ai lus quand j'avais 10 ans et je les vendrais, je les donnerais pour rien au monde, quoi. Malgré les super brochets qui sortent. Ouais, moi, je préfère la version sentimentale. Bah, moi, je ferais les deux, mais mais plus là, la version sentimentale aussi, ouais. Ben moi j'ai pas de, j'ai envie de répondre non concerné en fait. J'ai pas de version. Ouais, je suis pas accrochée à l'objet en fait. Moi, je garde la première édition. Peut-être que je finis par craquer puis acheter la réédition, mais la valeur sentimentale. Oui, parce qu'il y en a, ouais. T'en as plusieurs sur certains. Oui, C'est ça. mais je me séparerais vraiment pas du tout comme toi pour rien au monde. Si c'est vraiment un bouquin que j'ai adoré, la première version, ce sera la plus importante. Allez, moi, j'en ai une autre pour vous. Tu préfères passer à la caisse du caissier hyper mignon que tu ziotes, dont tu attends désespérément un geste depuis des mois, avec un livre à la couverture un peu osée ou que tu as honte, ou ne jamais lire la suite de ta saga préférée tant attendue? Et ça peut être une technique, hein, justement. Ouais, c'est ce que j'allais dire. De drague. C'est plusieurs fois avec des couvertures olé olé, ça peut être un message, hein. C'est un peu comme dans la pub Pas d'Intermarché bête. avec le mec qui passe avec ses légumes et tout et il emballe la fille comme ça. Ouais, je préfère passer devant le caissier, c'est pas grave. Au Mais moins, il il faut saura les- que tu es les- ouverte à plein de choses. Tu vois, voilà. Effectivement, c'est une technique de drague comme une autre. Pourquoi pas? La drague par les livres, il y a quelque chose là. Franchement, on tient quelque Ça chose. pourrait être Ouais, le ouais. scénario d'une romance contemporaine. Tu rajoutes des préservatifs avec dans tes courses. Voilà, alors là, Non, mais tu c'est plus très subtil là. peux rajouter aussi Un pot de le chantilly. sextoy, Et ceci conclut notre podcast. On espère que cet épisode sur les couvertures vous a plu, qu'il vous aura amusé autant qu'il vous aura appris des choses. Et on vous pose à vous les mêmes questions. Quelle est votre couverture préférée et à l'inverse, quel est le roman dont vous avez le plus honte par rapport à sa couverture? N'hésitez pas à nous rejoindre sur le forum Boulevard du Patient ou sur les réseaux sociaux pour poursuivre le débat. À bientôt! À bientôt. Salut, à bientôt.